La République de Djibouti se trouve dans une position stratégique cruciale sur la planète, car elle se trouve au croisement de trois rifts majeurs, à savoir la mer Rouge, le golfe d'Aden et le rift East Africa. Djibouti donc reste le centre des phénomènes géologiques exceptionnels et distinctifs dans le monde. En raison de cette situation, on est constamment soumis à des séismes de faible intensité qui sont des manifestations du déplacement lent des plaques géologiques. C'est la conséquence de ces phénomènes qui a réveillé les Djiboutiens le 28 septembre dernier vers 4h22 heure locale. Cette crise donc sismique à intensité faible a duré quelques jours. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré plus de 1500 séismes. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci donc de nous rejoindre dans ce numéro spécial consacré aux activités sismiques de ces derniers jours et bien sûr le changement de l'eau de mer qu'on va donc débattre aujourd'hui. Donc pour répondre à vos questions, mesdames et messieurs, nous avons donc invité deux spécialistes comme vous pouvez voir sur ce plateau ce soir. Il s'agit de Dr Mohamed Ahmed Daoud, géologue, et enfin donc Dr Moussa Omar, océanographe. Forcément, les termes au début vous semblent un peu compliqués, mais j'espère que par la présentation, les spécialistes vont donc se présenter et expliquer leur spécialité. Sans plus tarder, merci docteur d'avoir accepté notre invitation. Je vais sans plus tarder commencer avec docteur Mohamed Ahmed Daoud, géologue. Docteur Mohamed, vous avez été bien sûr à un moment donné un enseignant et pour commencer, nous allons vous demander de donner un petit cours ou des notions bien sûr concernant la géologie pour que nos téléspectateurs comprennent le phénomène de sismologie avec illustration. Je vous en prie, vous pouvez commencer. Merci Mohamed Abdelrahman de m'avoir donné la parole. Donc moi j'ai été enseignant bien sûr au collège, au lycée et j'avais donné aussi, maintenant j'ai arrêté mes quelques cours à l'université de Djibouti. Donc je travaille au CERD, donc au Centre d'études et de recherche de Djibouti, qui est sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, et je travaille dans un département de la géologie. Donc pour comprendre un peu ce qui se passe actuellement au niveau de la sismicité à Djibouti, je vais pouvoir expliquer quelques notions géologiques d'une manière générale et puis après revenir sur la situation actuelle à Djibouti et plus particulièrement sur les golfs d'Etazura où la sismicité a été enregistrée. Sans plus tarder, je crois que nous allons, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, forcément, vous vous êtes posé beaucoup de questions depuis le début de cette situation. Aujourd'hui, nous avons l'occasion avec nous d'avoir un géologue sur ce plateau afin de nous éclaircir la situation actuelle en République de Djibouti. Nous allons donc sans plus tarder passer à une projection des images et ces images donc seront interprétées d'une manière scientifique par Dr Mohamed Ahmed Daoud. Bon, comme on voit sur cette image-là, qui montre la structure interne de la Terre, quand on regarde cette structure, en fait, il y a différentes couches. Donc la couche superficielle, comprise de la surface jusqu'à à peu près 660 km, c'est la partie manteau supérieur et la croûte, c'est la partie un peu rigide, suivie par le manteau, qui par contre elle est visqueuse, et la partie plus profonde à partir de 2900 km qui comprend ce qu'on appelle le noyau. Le noyau lui-même comporte une partie liquide et solide. Alors en quoi c'est intéressant? Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a une partie rigide en surface et une partie visqueuse en bas, qu'on appelle le manteau. Donc les séismes sont dus à des mouvements des plaques. Alors pourquoi ces plaques bougent? Ces plaques bougent parce qu'en bas, il y a une partie visqueuse, un peu molle, qui fait que ça entraîne un mouvement. Alors comment on a pu déterminer cette structure de la Terre? En fait, c'est grâce aussi à la sismicité. Ce qu'il faut savoir, c'est que les séismes qui se produisent dégagent ce qu'on appelle des ondes, et ces ondes sont enregistrées en surface, elles sont caractérisées
et leurs caractéristiques permettent de déterminer, de donner une image de la surface jusqu'à en profondeur. Alors maintenant, qu'est-ce que montre cette image? Là, on voit ce qu'on appelle les limites des plaques. Alors, les limites des plaques, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une partie superficielle, rigide, la croûte qui se déplace. Donc, ces déplacements des plaques, c'est fait, si vous voulez, à des endroits bien précis qui sont délimités par ce qu'on appelle des limites des plaques. Et en gros, on voit donc qu'il y a des limites océaniques, ce qu'on appelle des rides médio-océaniques, donc ce qui est souligné ici en bleu, là où il y a une distension, une divergence, et puis quelques limites indiquées par les traits rouges, là où on observe donc, des subductions et des collisions. Après, il y a quelques limites en traits noirs foncés, qu'on appelle transformantes, ou des limites incertaines ou naissantes, comme on voit au niveau du continent africain, du rift est-africain. Donc on voit en pointillé qu'il y a un prolongement depuis Djibouti qui va jusqu'à vers le sud. Donc c'est là où maintenant les activités sismiques sont concentrées pour ce qui nous concerne. Donc maintenant au niveau des différentes limites des plaques, donc vous avez en haut à gauche ce qu'on appelle des marges divergentes ou des limites des plaques divergentes. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que les plaques s'éloignent les unes des autres. Alors les plaques s'éloignent les unes des autres, pourquoi? Parce qu'au niveau en bas, on voit ce qu'on appelle la stonosphère, parce qu'il y a des magmas qui montent, ça crée, si vous voulez, une force qui fait qu'à la surface, les plaques qui sont rigides donc se déplacent et ces déplacements souvent entraînent des séismes, des secousses. L'autre type de limite des plaques, c'est ce qu'on voit juste à côté, en haut à droite. Ça, c'est quand il y a une confrontation entre deux plaques, mais deux plaques continentales. Dans le cas de plaques continentales, il y a des séismes. Ça, les séismes les plus importants, dont les magnétismes sont très importants, se produisent dans ce type de séisme. Parce qu'il y a deux plaques rigides donc, qui entrent en collision et ça crée donc d'importantes forces de contrainte et des sismicités énormes et souvent profondes aussi. Donc en bas à gauche, ça c'est ce qu'on appelle des limites transformantes. Ce sont des types de failles coulissantes les unes par rapport aux autres. Et en bas à droite, là on a des limites de subduction. Là aussi c'est des confrontations de deux plaques, mais de plaques l'une continentale, l'autre océanique. Là aussi, c'est là où on observe des sismicités très importantes. Alors pour le cas de Djibouti, et qui fait partie de l'Afrique de l'Est, on est dans des situations extensives, donc dans un régime extensif, c'est plutôt un écartement de plaques. Donc souvent, la sismicité n'est pas aussi importante que lorsqu'il s'agit d'une zone de convergence. Maintenant, si on revient à la situation régionale qui nous entoure, alors si on regarde Djibouti, Djibouti en fait fait partie de ce qu'on appelle, c'est un terme générique qu'on appelle en géologie, la dépression Afar. Alors cette dépression, elle s'est définie par la jonction des différentes rifts. Donc il y a le rift de la mer Rouge qui maintenant est en voie d'océanisation, donc qui se propage du nord-ouest vers le sud-est. Et vous avez à droite la ride du golfe d'Aden qui, elle se prolonge, elle se propage vers l'ouest et qui va arriver au niveau du golfe de Tadjoura pour entrer jusqu'à terre et qui va donner la naissance au rift d'Assal. Et puis en bas, vous avez le rift éthiopien qui lui est complètement continental. Donc si vous voulez, la dépression Afar, dont fait partie Djibouti, se trouve dans une zone d'interaction de trois rifts, deux rifts océaniques et un rift continental. Maintenant, si on regarde la répartition des séismes au niveau régional, donc c'est ce que montre l'image à gauche. Donc les séismes ici soulignent bien, si vous voulez, les limites des plaques. Donc l'une, la mer Rouge, le golfe d'Aden et puis le rift est-africain.
Maintenant, quand on fait un zoom sur Djibouti, c'est ce que montre l'image qui est à droite. Là, on suit bien donc, le rang qu'on voit ici, ce sont la sismicité qui sont enregistrées. Donc en bas, vous avez l'échelle. Et ces sismicités, vous voyez bien qu'elles se prolongent jusqu'à dans le golfe d'Aden. Et puis après, on voit un prolongement à terre vers l'ouest. Donc si vous voulez, les sismes soulignent la nouvelle frontière de plaques qui va se former dans cette région. Alors maintenant, comment ça se passe, cette ouverture? Donc on a dit par exemple au niveau du golfe de Tadjoura, en fait c'est la ride de l'océan Indien qui se propage, qui avance vers l'ouest jusqu'à Djibouti. Alors comment elle s'est fait cette propagation? Donc si on regarde par exemple complètement à droite, on voit des traits obliques. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle les failles transformantes. Ce sont ces failles-là qui assurent les transferts de la déformation, donc de l'est vers l'ouest. Donc, il y a à un moment donné, la ride, elle se propage, donc elle s'arrête au niveau de ces failles transformantes. Hop, au plus d'un certain temps, donc là, ces failles transformantes assurent donc la propagation de la déformation, en fait de la ride, parce que la déformation, elle se traduit par la cassure des plaques, donc par la formation des failles, ainsi de suite. Après, ça c'est complètement à l'extrémité à droite, c'est la transformante de ce quadrat. Après, on voit AFZ, c'est la transformante des Al-Fartak. Et puis à un moment donné, on arrive, c'est ce qui est encadré en rouge, au niveau de la transformante des Mascali, donc où maintenant l'activité sismique qu'on observe, elle est enregistrée à ce niveau-là, et dans l'image suivante, on verra plus précisément ce qui se passe. D'accord. Alors, cette transformante, si on regarde au niveau des Djibouti, cette transformante, elle délimite deux fosses océaniques. Donc en haut, ce qui est écrit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais haut, c'est la fosse de Bok, et à gauche, vous avez la fosse de Tadjoura. Donc, en fait, quand on dit une faille, ce n'est pas une seule faille, parce qu'une faille est composée de plusieurs segments. Donc, la déformation qui permet la propagation de la ride, elle s'est faite au niveau de cette transformante-là. Donc, elle arrive au niveau de cette transformante-là, à un moment donné, donc l'énergie s'accumule, hop, et ça assure le transfert de la déformation, donc de la ride. Autrement dit, de l'ouverture, en fait, c'est ça. Il s'agit de l'ouverture. L'ouverture, elle s'est faite par la déformation de la croûte, donc qui se casse à travers les failles, et c'est de cette façon-là que le transfert est assuré. Donc, c'est pourquoi maintenant la sismicité qu'on observe à Djibouti, elle est principalement concentrée à ce niveau-là, et bien sûr à terre, puisque c'est les prolongements, elle se concentre aussi au niveau du rift d'Assal. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séismes ailleurs. Donc on voit bien, c'est un focus, un zoom sur la transformante, on appelle ça la transformante des Mascali. Donc vous voyez bien que grossièrement, on a une faille orientée à peu près nord 70, donc nord-est, sud-ouest, et elle est délimitée bien sûr, et il y a des branchements, des failles plus ou moins orientées est-ouest. Donc le point des différentes couleurs qu'on voit, c'est ça, si vous voulez, indique la profondeur des séismes, donc ici indiqué par la légende, et souvent, au niveau des fosses plutôt océaniques, Obok et Tadjoura, on voit il y a aussi certains édifices volcaniques qui peuvent donner donc des volcans. Et donc la déformation qu'on observe, elle n'est pas uniquement liée, si vous voulez, aux contraintes tectoniques, mais aussi il y a des activités volcaniques qu'on observe par ailleurs dans toutes les vallées des rifts. Il y a aussi non seulement des failles qui se créent, mais aussi une faille, c'est quoi? C'est une déchirure. Donc au niveau d'une zone de divergence, la croûte, ou d'une manière générale la lithosphère, elle est complètement amincie, et cet amincissement
donc entraîne la sortie des magmas qui forment tout simplement des volcans en surface. Donc ici, on a une image. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par notre collègue qui nous a quittés, Allah yarhamou, à qui je rends hommage, Mohamed Qassim. C'était un sismologue qui a travaillé à Djibouti, qui a fait carrément sa thèse sur cette partie-là, sur la faille de Mascali. Donc l'imagement, si vous voulez, c'est l'énergie dissipée à partir des enregistrements sismiques. Alors, il a fait une compilation de travail des enregistrements compris entre 1976 jusqu'à 2007. Donc, ça fait sur plus de combien d'années? Ça fait quoi ça? Ça fait pratiquement 30 ans. Donc, des données accumulées, archivées, et pour voir à peu près comment la sismicité elle est répartie à Djibouti. Donc ce qu'on voit, c'est que principalement, elle est répartie sur le golfe de Tadjoura et sur la zone qu'on appelle la faille transformante de Mascali, là où se produit actuellement la sismicité. Et puis bien sûr, dans la continuation vers l'ouest, au niveau du rift d'Assal. Mais après, il y a aussi quelques points sismiques juste au nord d'Arta, et puis un peu au sud, juste au niveau à l'ouest d'Ali Sabié. Et puis il y a quelques, on va dire, sismicités, mais pas très importantes, qu'on observe à terre vers l'ouest. Alors ce qu'on voit, c'est qu'en abscisse, on voit la magnitude et en ordonnée, le nombre des cimes. Alors ça peut paraître paradoxal, mais ce qu'on constate, c'est que alors c'est un graphique logarithmique. Ce qu'on constate, c'est que pour de fortes magnitudes, le nombre de séismes ne sont pas très importants. Plus la magnitude diminue, plus le nombre de séismes augmente au niveau des enregistrements. Donc ça s'explique facilement. C'est que, en fait, c'est quoi un séisme? Si vous voulez, c'est qu'au niveau des plaques, les plaques sont en mouvement, mais c'est des mouvements lents, continus. Et ce mouvement, si vous voulez, ces plaques enregistrent et elles sont soumises à des contraintes. À un moment donné, ces contraintes deviennent importantes et ça atteint un certain niveau, ce qu'on appelle la seuil de rupture. Une fois que la seuil de rupture est atteinte, donc les contraintes sont relâchées. Donc c'est ça qui provoque. Une fois que les contraintes sont relâchées, bien sûr ça entraîne des vibrations, des séismes. Mais sauf que la contrainte, une fois qu'elle est relâchée, la faille, elle se casse. Mais le retour à l'équilibre n'est pas instantané. Ça prend plusieurs jours, même parfois ça prend plusieurs mois. Donc pour qu'il y ait un retour à l'équilibre, donc il y a un réajustement. Et ce réajustement, à retour à l'état d'équilibre initial, ça s'est traduit bien sûr par des failles continues, des petits séismes, des faibles magnitudes. Donc ce qu'on observe, c'est ça. Souvent, donc, il y a un choc, un grand choc. Donc il y a une rupture principale. Après cette rupture principale, pour que les contraintes redeviennent à l'état initial, pour qu'il y ait un certain rééquilibrage, donc il y a un réajustement. Et donc ça continue à libérer. Une fois que ça revient à l'état initial, donc ça s'arrête. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les contraintes sont continues. Les contraintes sont continues et elles se rechargent encore. Et en fait, il y a une certaine périodicité qu'on ne connaît pas, mais une fois qu'elle se recharge encore, donc là aussi, une fois qu'un certain seuil est atteint, il y a une rupture, ainsi de suite. Merci, docteur Mohamed Ahmed Daoud. Donc rien de surprenant comme nous venons de le voir. Rien de surprenant dans cette crise sismique que nous sommes prédisposés de par notre situation, comment dire, géographique ou géologique. Oui, comme je viens de le dire et comme on vient de le voir, donc Djibouti se situe donc à une frontière de plaques et aussi, surtout, à une frontière de plaques naissante. Donc les séismes qu'on observe, en fait, ce n'est pas une fatalité, c'est le fonctionnement normal de la Terre. Donc en ceci, il n'y a rien de surprenant. Donc ça, c'est
c'est comme ça que la Terre fonctionne. Donc il y a des déchirures, on est situé dans des zones de divergence, et ces divergences entraînent des séismes. Donc en soi, c'est pas surprenant, quoi. C'est pas surprenant. Non. D'accord, merci. Mesdames et messieurs, je tiens à vous rappeler que cette table ronde est divisée en deux parties, bien sûr. L'autre partie sera interprétée, bien sûr, par Dr Moussa Amar, qui est lui océanographe, bien sûr, et qui travaille aussi au CERD, qui va lui aussi nous expliquer le pourquoi du changement de couleur de l'eau de mer. Forcément, beaucoup des Djiboutiens qui empruntent toujours la mer, à savoir les pêcheurs ou bien les habitants des régions du Nord, à savoir Tadjoura et Obok, ont forcément constaté ces derniers jours un changement au niveau de l'eau de mer. Alors, tout le monde se pose, pourquoi ce changement? Quand est-ce qu'il a débuté? Quelles sont les causes principales? Toutes vos questions donc seront répondues dans la deuxième partie par le spécialiste Dr Moussa, un aperçu général dans cette situation. Mais avant d'arriver à cette partie, j'aimerais toujours rester sur Dr Mohamed Ahmed Daoud. Docteur, avant d'évoquer bien sûr l'actualité de ce phénomène, est-ce que nous disposons des données pour savoir quelle a été la plus grande magnitude qui est connue à notre pays, bien sûr aussi loin que les appareils de mesure existent? Si vous voulez, la plus grande ou la plus ancienne, vous avez dit, c'est lié aux enregistrements. Donc, je crois que le premier enregistrement, ça date de la création de l'Observatoire d'Arta. C'est dans les années 1973. Donc, les enregistrements datent de ce moment-là. Bien sûr, la formation, on va dire, le système divergent à Djibouti ne date pas. Le Golfe Tadjoura a été formé il y a 3 millions d'années. Donc ça date, je crois même qu'il y a eu un séisme qui a été enregistré vers ces eaux-là, d'une magnitude très importante, pas loin de 6 sur l'échelle de Richter. Donc oui, ça date depuis 1973, les enregistrements, quoi. Depuis 1973. Voilà. D'accord. Le 28 septembre, à 4h22 heure locale, une première secousse assez importante dans l'épicentre a été localisée dans le golfe de Tadjoura. Comment se passe donc cette identification de la position et qu'est-ce qui se passe exactement à cet endroit pour que ça se propage si vite? Donc, comme on l'avait dit, donc, comme on peut le voir sur cette image-là, donc vous voyez bien qu'autour du golfe Tadjoura, vous avez des points ATD, Mao, c'est complètement vers l'ouest. Donc ça, ce sont des stations sismiques qui sont déployées autour du golfe Tadjoura. De la même manière, on ne voit pas sur cette image-là, il y a d'autres stations sismiques qui sont aussi déployées au niveau du rift d'Assal. Donc ça, ce sont des stations sismiques permanentes qui enregistrent les séismes dès qu'ils se produisent. Donc, pour répondre à votre question, donc, ce sont ces stations sismiques qui permettent de préciser et déjà d'identifier qu'il y a eu des séismes et de préciser la position exacte de ces séismes-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on l'a dit, c'est qu'on est dans un régime extensif à une frontière de plaques qui se propage vers l'ouest. Au niveau du golfe de Tadjoura, cette propagation elle est assurée par une transformante qu'on appelle une faille transformante, la faille de Mascali, qui est donc à ses extrémités délimitée par le fosse de Bok et le fosse de Tadjoura. Donc à ce niveau-là, il y a des contraintes qui s'enregistrent, qui sont accumulées. Donc ce qui se passe, c'est que puisqu'il y a une avancée de la ride qui avance vers l'ouest, vers le rift d'Assal, donc ça bloque à ce niveau-là. Il y a une contrainte importante et à un moment donné, ça relâche et ça provoque de séismes. Donc les séismes sont liés tout simplement à l'avancée, à la propagation de ce ride médio-océanique donc, qui entre vers la Terre à travers la faille, la transformante de Mascali qui assure ces transferts de la déformation. Donc ça, c'est ce qui se passe à peu près. Moi, je voudrais, ça a été très bien expliqué par Dr Mohamed Daoud, mais je voudrais ajouter quelques informations. C'est que il a parlé au tout début de la structure
de la croûte terrestre et de la croûte océanique. D'après mes lectures, il paraît qu'à Djibouti, Djibouti a une particularité, c'est que la croûte terrestre et la croûte océanique, c'est le seul endroit au monde où cette croûte est très mince. C'est-à-dire, on est dans, comme il l'a précisé, docteur, on est dans une zone d'écartement de plaques. Donc les croûtes deviennent très minces, c'est pour ça qu'il y a des activités volcaniques et sismiques les plus intenses. Ces phénomènes, normalement, ailleurs dans le monde, on les observe sous l'océan. Comme on est ici dans un site de naissance de l'océan, des phénomènes géologiques sismiques qu'on observe normalement dans les dorsales océaniques, dans la zone de Sal, on l'observe en plein air. C'est pour ça qu'on dit souvent que Djibouti est un laboratoire géologique. Fait référence, Moussa, c'est plutôt le rift d'Assal. Donc c'est dans le rift d'Assal, on est situé à moins 155 mètres par rapport au niveau de la mer. Alors pourquoi on dit par rapport au niveau de la mer? Quand on regarde les caractéristiques géologiques des roches, en fait, c'est des roches, on va dire, des transitions qui ressemblent plus à une croûte océanique qui se trouve sous l'océan qu'à une croûte continentale. Comme on est dans une zone d'écartement, la croûte elle est complètement étirée, amincie, et c'est évalué, si vous voulez, selon certains travaux, jusqu'à peut-être 4 km, 4 à 5 km, donc ce n'est pas beaucoup. D'ailleurs, c'est pourquoi on espère développer la géothermie, parce que la croûte étant bien amincie, donc la chaleur arrive plus facilement que dans d'autres sites à cet endroit-là. Il faut savoir que dans le golfe de Tadjoura, l'activité sismique est presque permanente. C'est lié à l'écartement de plaques, mais on ne l'aperçoit pas. Ça ne dépasse pas 2 à 3 magnitudes de 2 à 3, ça ne dépasse pas et ce n'est pas perceptible. Donc, comme a expliqué Dr Mohamed, le tremblement de terre, c'est une crise en fait. Lorsque les plaques s'écartent, il y a une accumulation d'énergie et cette accumulation d'énergie est libérée d'un seul coup. Ça, c'est une crise de tremblement de terre. Alors que les activités sismiques de faible magnitude, c'est continu et c'est permanent. Ah, d'accord. Ouais. Okay. En fait, juste pour compléter, quand on dit que ce n'est pas perceptible par l'être humain, sinon les stations enregistrent en permanence. En permanence, voilà. Les stations enregistrent en permanence, bien sûr. D'accord. Depuis le début de cette situation, plus de 1000 secousses ont été enregistrées et de faible magnitude, à commencer de 3 à 4 et 5. Donc, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point-là aussi? Est-ce qu'ils ont le même origine? Donc, comme on avait dit, donc, je reprends l'explication que j'avais donnée, c'est que les plaques sont soumises à un mouvement lent, continu. Donc elles sont soumises à deux contraintes. À un moment donné, ces contraintes atteignent un certain niveau de rupture. Une fois qu'il y a cette rupture, donc les contraintes sont libérées. Donc il y a une libération d'énergie. Donc, et ça s'est traduit donc, par le tremblement de terre, par de la sismicité. Sauf que une fois que les contraintes sont libérées, c'est que la faille, le retour, si vous voulez, à un état d'équilibre n'est pas instantané. Ça prend du temps. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques mois. Par exemple, au niveau, pendant la crise sismo-technovolcanique, au niveau d'Ardukouba, en 1978, c'est que l'activité sismique a pris pratiquement un mois. Donc le choc principal, une fois qu'il s'est produit, après, pour ce réajustement et rééquilibrage, il y a toujours de la sismicité qui est enregistrée. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image, si on revient encore. Voilà, sur le graphique ici à droite, donc, vous voyez bien que si vous regardez en abscisse, plus la magnitude est importante, plus le nombre de séismes est faible. Par contre, voilà, diminue. Par contre, pour des faibles magnitudes, on voit bien que la fréquence des séismes est très importante. Donc, en nombre, pour des petites magnitudes, vous avez beaucoup plus de séismes que pour de grandes magnitudes. Donc, ça, c'est lié tout simplement
à un réajustement, un rééquilibrage des zones qui ont été soumises à une contrainte qui s'est libérée, et ça prend du temps. Ça, probablement, parce que là, vu les données qu'on nous transmet depuis l'observatoire, c'est finalement, parce que là, on est dans 3 à 2 magnitudes sur l'échelle de Richter. Donc ça diminue. Donc ça diminue. Et la fréquence est importante, parce que là, on est à 1000, 1400, on va dans les 1500. C'est ce qu'on voit exactement sur le graphique. C'est que la fréquence est importante, mais la magnitude, elle est très très faible. Donc là, c'est en train de s'atténuer, à mon avis. D'accord. Ok, docteur. Bon nombre de Djiboutiens se posent la question, est-ce que c'est ce séisme ou ce tremblement de terre est juste ressenti en République de Djibouti, ou c'est aussi dans les pays voisins? Oui, il y a une question que vous avez posée sur laquelle on a parlé, sur l'origine, je crois. À un moment donné, en fait, l'origine, on a dit, hein, il y a l'origine tectonique, parce que c'est des contraintes. C'est ça ce qu'on appelle l'origine tectonique, des contraintes qui sont, que les failles subissent, et à un moment donné, ces contraintes sont libérées. Il y a une autre origine, c'est volcanique. Par exemple, lorsque dans une chambre magmatique, le magma se met en place, ce magma, si vous voulez, sur les parois, il y a des contraintes qui sont soumises et qui, à un moment donné, peuvent engendrer aussi de séismes. Maintenant, pour votre question, alors est-ce que ça a été ressenti ailleurs? Dans les pays voisins. Bien sûr, parce que tout est une question aussi, là aussi des stations sismiques. Donc là où il y a des stations sismiques, forcément, ils les enregistrent, parce qu'au Yémen, en Éthiopie ou en Somalie. Donc s'il y a un déploiement des stations sismiques tout autour, forcément ces stations sismiques vont pouvoir enregistrer et puis détecter ces séismes-là, quoi. Par contre, bien sûr, la détection, elle est liée aussi par rapport à la distance. D'accord. Parce qu'une station sismique qui est près de l'épicentre, c'est-à-dire près du séisme, va rapidement enregistrer, même elle peut être quand même débordée, alors qu'une station qui est très lointaine, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est des ondes qui se propagent, et la propagation des ondes, à un moment donné, elle s'atténue. Donc une station sismique lointaine, bien sûr, elle va enregistrer une onde sismique, mais qui est en train de s'atténuer une fois arriver à ces stations-là. Donc pour répondre à votre question, bien sûr, les stations sismiques tout autour vont enregistrer. D'accord. Est-ce qu'à ce stade, on peut en conclure que la crise sismique s'est calmée, et est-ce qu'on peut prévoir la situation dans l'avenir? Alors, est-ce qu'elle s'est calmée? Donc, d'après les données que l'Observatoire géophysique d'Arta nous transmet, en tout cas, celle qui a provoqué le choc principal, elle est en train de s'atténuer. Maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres séismes. Je vous dis, donc les séismes, les tremblements de terre, c'est le fonctionnement normal de la Terre. Donc à ce niveau-là, la prévision par contre est difficile. Parce que prévoir un séisme, comme je vous ai dit, parce qu'il n'y a pas uniquement que les contraintes en fait. Parce que les failles, il faut compter leur géométrie, est-ce que c'est des failles normales, des failles de croissance, ça on le sait. Après, est-ce que c'est uniquement les contraintes tectoniques? Après, est-ce qu'il y a des contraintes aussi magmatiques qui sont liées à une surpression du magma? Est-ce que c'est des contraintes, parfois il y a des zones hydrothermales, à la circulation des fluides? Donc il y a différents paramètres qui interviennent dans le déclenchement d'un séisme. Donc ce n'est pas uniquement un seul paramètre qui peut être quantifié. Donc il suffit qu'un de ces paramètres entre en déséquilibre, ça peut déclencher un séisme. Donc la prévision, elle est difficile. Par contre, par rapport à l'activité sismique récente, elle est en train de s'atténuer. Mais après, bon, ça prendra encore du temps pour que la faille se recharge, quand on ne sait pas. Au niveau des plaques, ça c'est très général. Par contre, sur Djibouti, comme j'avais dit, il y avait un travail remarquable qui a été réalisé par l'Arham Qassim. Lui, donc, il avait travaillé sur des données de 1916 jusqu'à 2007. Donc ça fait beaucoup de données. Et bien sûr, une des questions qui s'était posée, c'est de parler de la récurrence des séismes à travers, si vous voulez, ces données-là. Vous avez parlé aussi de la périodicité des processus. La périodicité, c'est d'une manière générale, mais on ne connaît pas exactement le cycle. Ce travail-là a été réalisé, mais au jour d'aujourd'hui, il est difficile de dire exactement un séisme a eu lieu et ce séisme-là va se reproduire à telle date, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Mais ça, c'est un travail de recherche qu'il faut pousser, qui est intéressant, qui peut être... Il n'y a pas un modèle, quoi. Ça n'a pas été modélisé.
Rassim avait présenté un travail là-dessus. Donc il avait fait un modèle sur, Modèle de fonctionnement. modèle sur la faille de Mascali. Ok. Mais c'est difficile de dire, voilà, il y aura, on sait qu'il y a une certaine récurrence des activités sismiques, mais c'est difficile de donner une date. La prévision, ce n'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire, voilà, c'est qu'il y a des récurrences. Ça, on le sait. Mais à quelle période, ça, par contre, le timing n'est pas facile à annoncer, quoi. Merci beaucoup, docteur Mohamed Ahmed Daoud, pour ces éclaircissements. Mesdames et messieurs, comme je l'ai précisé dès le début de ce numéro spécial, nous allons passer à la seconde partie de cette table ronde, bien sûr, qui est consacrée au changement de couleur de l'eau de mer. Bien sûr, les pêcheurs ou les personnes qui fréquentent souvent la mer ont forcément vu ces derniers jours un changement au niveau de l'eau de mer. Pourquoi ? Comment c'est venu et quelles sont les origines donc, de ce phénomène. Et bien sûr, les réponses donc, nous seront données par notre expert et docteur donc, Moussa Omar. Merci docteur Moussa, encore une fois d'accepter notre invitation et d'assister à cette table ronde afin de donner un éclaircissement aux Djiboutiens, bien sûr, qui se demandent même est-ce que ce changement de l'eau de mer va pouvoir causer des problèmes ou aura un impact sur les consommateurs du poisson. Donc, je crois que ce soir, nous avons l'occasion d'avoir un aperçu scientifique sur la question. Merci, docteur, encore une fois. Qu'est-ce qui a déclenché donc la floration annuelle de phytoplancton dans cette région et quelles sont les conditions environnementales qui favorisent ce phénomène? Merci de m'avoir invité sur votre plateau d'abord. Merci. Donc, avant de répondre à votre question, D'accord. je voudrais un peu apporter quelques précisions D'accord. sur le fonctionnement D'accord. de l'écosystème marin à Djibouti. D'accord. Bon, il faut comprendre que l'eau de mer de chaque région est caractérisée par des paramètres physico-chimiques. Parmi ces paramètres physico-chimiques, il y a surtout la température et la salinité. Ces couples de paramètres qui caractérisent une masse d'eau. Par exemple, l'eau du golfe des Tadjoura, l'eau de la mer du golfe des Tadjoura est différente de l'eau de la mer Rouge, qui est elle-même différente de l'eau du golfe d'Aden ou bien de l'océan Indien. Donc, en termes scientifiques, on appelle ça la masse d'eau. La masse d'eau du golfe des Tadjoura, la masse d'eau de la mer Rouge et la masse d'eau de l'océan Indien. La particularité du golfe des Tadjoura, de ce point de vue, c'est que le golfe des Tadjoura se trouve dans la zone de confluence des masses d'eau qui viennent de l'Est, de l'océan Indien, et des masses d'eau qui viennent du nord de la mer Rouge. Et ces deux masses d'eau, en fait, se mélangent dans le golfe des Tadjoura. Ce qui fait que le golfe des Tadjoura présente à la fois les caractéristiques physico-chimiques de la mer Rouge et de l'océan Indien. Bon, comme les mélanges de ces masses d'eau, en fait, c'est influencé par le climat de la mousson de l'océan Indien. Ce qu'on appelle le climat des moussons de l'océan Indien, ce sont les régimes de vent. Par exemple, durant l'été, le vent souffle du sud-ouest. D'accord. C'est-à-dire des plateaux éthiopiens vers... Et ce vent du sud-ouest, en fait, déplace les eaux de surface du golfe des Tadjoura vers le golfe d'Aden. Donc, comme il y a un déplacement des eaux de surface du golfe des Tadjoura vers le golfe d'Aden, il y a une remontée des eaux profondes qui sont froides, qui sont riches en nutriments. Et lorsque ces nutriments arrivent à la surface, et comme à la surface la température elle est de 28 à 30 degrés Celsius, comme il y a l'éclairement, la combinaison de ces trois facteurs, c'est-à-dire l'éclairement, la température idéale et les nutriments qui viennent des profondeurs créent un bloom de phytoplancton. Dans des cas normaux, le phytoplancton se trouve dans l'eau de mer, mais à l'état de traces. Vous allez trouver par exemple une cellule dans un litre. Lorsqu'il y a des blooms, c'est des millions et des millions dans un millilitre. Donc c'est ça qui crée le bloom des phytoplancton. Ok. Alors, donc, pourquoi la concentration de chlorophylle dans le phytoplancton donne-t-elle une teinte rougeâtre ou marron à l'eau de mer, bien sûr, et quel est le rôle de la chlorophylle dans ce processus?
D'accord. Bon, d'abord, je voudrais un peu rectifier. D'accord. La chlorophylle A ne donne pas la couleur rouge, Oui. mais c'est un pigment chlorophyllien vert. Ça donne la couleur verte. Presque toutes les espèces de phytoplancton disposent de la chlorophylle A. Ces pigments leur permettent de capter la lumière du soleil et de transformer cette énergie lumineuse en énergie chimique. C'est-à-dire en utilisant le dioxyde de carbone et l'éclairement solaire, les phytoplanctons on dit qu'ils sont autotrophes, c'est-à-dire que par l'activité photosynthétique, ils produisent eux-mêmes la matière organique. Nous ne pouvons pas produire la matière organique, nous sommes obligés de nous alimenter. Alors que les végétaux, bon, les phytoplanctons sont des végétaux, hein, ils jouent le même rôle que par exemple les arbres dans la forêt. Donc en fait, après, il y a des phytoplanctons qui ont des pigments en plus, des pigments rouges, des pigments bleus. C'est pour ça qu'on a dit par exemple des algues bleues, des algues rouges. Et dans ces cas, on a des phytoplanctons qui ont un pigment rouge en plus. C'est ça qui donne. Lorsqu'ils sont de très faibles concentrations, on ne voit pas cette couleur. C'est lorsqu'il y a des blooms de phytoplancton que les concentrations sont très élevées. D'accord. On voit la couleur rouge. Voilà, c'est ça qui provoque la coloration de l'eau de verre en rouge. D'accord. Question suivante. Quels sont les principaux avantages de la floration de phytoplancton pour l'écosystème marin de la région et en termes de disponibilité de nourriture pour les espèces marines? Bon, si on parle des avantages, bon, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Nous allons parler tout à l'heure. Bon, concernant l'avantage, il y a plusieurs avantages. D'abord, il faut comprendre que le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire. Je vous ai dit tout à l'heure, le phytoplancton, dans le milieu terrestre, il joue le même rôle que les herbes. En fait, c'est les herbes marines. D'accord. Donc, ils sont à la base de la chaîne alimentaire et il y a des petits poissons comme les sardines, les anchois qui se nourrissent des phytoplanctons. D'accord. Donc, ces petits poissons aussi constituent des nourritures pour les grands poissons, les grands pélagiques comme le thon, le thasard, ils se nourrissent des petits poissons. Ce qui fait que lorsqu'il y a des booms de phytoplancton, que la concentration de phytoplancton est élevée, il y a beaucoup de petits poissons qui attirent les grands poissons. La disponibilité et l'abondance des poissons augmentent, donc ça a un impact positif sur la pêche. Ok. Donc c'est bénéfique pour la pêche. D'accord. L'autre avantage des phytoplanctons, ça c'est bon, peut-être on va parler un peu plus loin. Le phytoplancton, il consomme beaucoup de dioxyde de carbone. D'accord. Surtout, voilà, il consomme beaucoup de dioxyde de carbone et ça a un impact positif sur le climat. Aujourd'hui aussi, par exemple, l'une des alternatives pour lutter contre le changement climatique, il y a des projets qui sont au niveau mondial, c'est d'induire le bloom de phytoplancton dans l'océan mondial. Comme ça, lorsqu'il y aura plus de phytoplancton dans les océans, ils vont capter plus de dioxyde de carbone. Et comme le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre, si la concentration de dioxyde de carbone diminue dans l'atmosphère, la température va diminuer. Voilà le désavantage. Le premier inconvénient, c'est que c'est vrai que durant la journée, lorsqu'il y a l'éclairement solaire, il y a l'activité photosynthétique. D'accord. Mais durant la nuit, dans l'obscurité, il y a la respiration. Donc, il consomme beaucoup d'oxygène. Le phytoplancton consomme l'oxygène, mais aussi il y a des bactéries qui se développent. Lorsque le phytoplancton, ça se décompose. Avec cette décomposition, il y a des bactéries qui se développent, les bactéries marines, et ces bactéries consomment énormément d'oxygène. Donc, lorsque le taux d'oxygène dissous dans la mer diminue, les poissons, surtout les poissons qui ne se déplacent pas vite, ils peuvent mourir d'asphyxie. C'est pour ça qu'on a observé récemment la mort de quelques petits poissons. Donc, il peut tuer les poissons par manque d'oxygène, par asphyxie. Bon, maintenant, on a compris que la coloration n'était pas liée au séisme, mais plus au phytoplancton, qui se prolifère parce que les conditions ont changé, si j'ai bien compris, avec l'éclairement et la température. N'empêche, ça survient du moment où il y a une coïncidence entre cette activité sismique et
Et c'est la question que tous les djiboutiens se et la posent. prolifération. Est-ce que les deux situations sont vraiment liées? Voilà. Est-ce qu'il y a un lien entre cette activité sismique et le changement de l'eau de mer? On va dire la prolifération des phytoplanctons. Finalement, ces changements qu'on observe étant liés plus à des phytoplanctons qu'autre chose. Parce que ce qu'on sait, c'est que par exemple, lorsqu'il y a des activités sismiques, ou tout simplement dans le cas des fonctionnements des failles, on sait qu'il y a des dégazages. Par exemple, quand on fait une exploration géothermique, pour détecter des failles actives, donc on mesure les taux de CO2. Ouais. Donc on suppose que là où le taux de CO2 est important, indiquerait qu'il y a des failles actives. Bon, tout d'abord, il faut savoir que c'est vrai que lorsqu'il y a un dégazage, le dioxyde de carbone se dégage. Et le dioxyde de carbone, c'est un des paramètres qui peut induire la prolifération des phytoplanctons. Mais est-ce qu'il y a une coïncidence entre les deux événements? De mon point de vue, non. Il n'y a pas de lien. D'abord, si je dis ça, il y a un problème de chronologie. C'est juste une question de chronologie. Le phénomène des colorations de l'eau de mer, ça a été observé depuis le 8 septembre. Donc c'est avant? Bien avant, bien avant. Crise sismique. Bien avant. Ah, alors que le premier enregistrement du séisme, c'était le 28. Le 28. Non, non, en fait, il faut comprendre une chose. Désolé, je t'interromps. Si vous voulez, l'activité sismique, comme on l'a dit, elle est permanente. Elle est permanente. Il ne faut pas croire que le choc a été mesuré parce que sa magnitude était importante, 5,2. Mais pour ce qui est l'activité sismique, elle est permanente, elle est continue. Donc ça, il faut bien le savoir. Ok, j'ai compris, donc, mais c'est pas, le dégazage dont vous avez parlé... La chronologie dont vous parlez, c'est le 28 septembre, c'est parce qu'on a enregistré un séisme dont la magnitude est importante. Bon, ça s'est ressenti. Et ça s'est ressenti. Mais lorsqu'on enregistre... Mais l'activité, elle est plus ou moins permanente. Donc s'il y a un dégazage aussi, c'est peut-être pas des grosses quantités, mais c'est permanent. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune donnée qui nous permettent en fait qui lie les deux phénomènes. S'il y a eu un dégageage, si par exemple quelqu'un avait constaté un dégageage quelque part, on pourrait lier les deux événements. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun élément qui le confirme. Aucun élément qui confirme et qui nous permette de dire que le bloom des phytoplanctons qui donne la couleur rouge de l'eau de mer est lié à l'activité sismique. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors comment vous surveillez et mesurez la concentration de chlorophylle et la florisation du phytoplancton dans cette région et les outils et les technologies que vous utilisez bien sûr? Très bien. Bon, je crois que concernant le suivi et la surveillance des blooms des phytoplanctons, nous avons en fait des méthodes. D'accord. La première méthode, c'est ce qu'on appelle les mesures in situ. D'accord. Bon, ça, on a fait de 2018 à 2019. Nous avons posé ce qu'on appelle des sondes de fixe au niveau des îles Mouchha Maskali, à Obok, à Rasbir, en face des littorales d'Artaï et dans le Goubet. Ce sont des petites sondes qui enregistrent la température et la conductivité. Continuellement. Continuellement. D'accord. On peut ajouter aussi des capteurs de la chlorophylle et ça enregistre la concentration de la chlorophylle A. Et la chlorophylle A, en fait, c'est un indicateur de l'abondance des phytoplanctons. Donc, en analysant ces données, on peut avoir les variations de la concentration de la chlorophylle A, donc des phytoplanctons. Ça, c'est la première méthode. Ces méthodes, c'est très compliqué parce que ça demande des déplacements en mer, la plongée sous-marine, ça demande beaucoup de moyens. Nous avons abandonné cette méthode. La deuxième méthode, c'est l'utilisation des données satellites. Parce que certains satellites, il y a des capteurs de la chlorophylle qui sont placés sur certains satellites, les satellites par exemple MODIS, MERIS, SeaWIF, ça ce sont des capteurs satellites, des capteurs de la chlorophylle qui sont placés sur... C'est des capteurs satellites qui vous donnent une image en temps réel. L'enregistrement, il enregistre en fait la couleur de l'océan, ce qu'on appelle la couleur de l'océan. La chlorophylle, elle émet des rayonnements verts. Donc le capteur, il est sensible à ces rayonnements, il enregistre. D'accord. Il envoie
les données enregistrées sur les stations terrestres. Et ces stations terrestres, elles mettent des données sur des sites Internet. Nous, on prend à partir de ces sites Internet pour... Par exemple, on choisit notre zone d'étude, le golfe d'État de Jura, et on prend les données du golfe d'État de Jura et on les traite. Disposition. En fait, pour suivre les floraisons de phytoplancton, nous avons des méthodes. D'accord. Ces deux méthodes sont basées sur, dans tous les cas, dans le deux cas, sur la mesure de la chlorophylle A. D'accord. La chlorophylle A, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un pigment que toutes les espèces de phytoplancton disposent. D'accord. Donc, pour le mesurer, nous avons des méthodes. La première méthode, c'est la mesure in situ. C'est-à-dire qu'on place des sondes fixes dans la mer. Et sur ces sondes, il y a des capteurs de la chlorophylle A qui enregistrent de façon continue les concentrations de la chlorophylle. Nous récupérons ces données et nous analysons au laboratoire pour voir un peu les variations de la concentration de la chlorophylle A et par voie des conséquences, les floraisons phytoplasmiques. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode qui est beaucoup plus efficace parce que les sondes fixes ne peuvent couvrir que certaines zones pointues. On ne peut pas couvrir toute la mer. La deuxième méthode, c'est l'utilisation des données satellites. D'accord. Maintenant, les premiers capteurs satellites, ça a été mis en place en 1974, je pense. Et depuis, il y a différents capteurs qui sont sur les satellites. Il y a des satellites même qui sont spécialisés sur la couleur de l'océan. D'accord. Et ces capteurs mesurent en fait la couleur de l'océan. Parce que le pigment, les phytoplanctons contiennent des pigments chlorophylliens qui donnent la couleur verte à l'océan. Et c'est ces couleurs qui sont mesurées et perçues par les capteurs. Donc ces capteurs mesurent la concentration de la chlorophylle A au niveau mondial. Les données sont directement transmises aux stations terrestres, en France, aux États-Unis, au Canada. Et ces données sont rendues disponibles pour les chercheurs en mettant sur des sites Internet de façon gratuite. Donc nous, au CERD, nous utilisons les données des Globe Color. C'est un site, la couleur de l'océan. Donc on prend ces données, on fait des analyses, des interprétations pour suivre un peu. Voilà, l'image est là, comme vous le voyez. En fait, sur cette animation, vous voyez 3 ou 4 couleurs principales. Le bleu, c'est les faibles concentrations, presque zéro, la concentration de la chlorophylle dans le bleu. Bon, c'est les déserts océaniques en fait, il n'y a pas de phytoplancton. Après, voilà, il y a la couleur verte. C'est une concentration assez élevée mais moyenne, tout ce qui est la couleur verte. Après, vous avez la couleur blanche, ça c'est zéro, concentration zéro. Ça n'arrive que quelques périodes. Après, vous avez le rouge, là où il y a le rouge, c'est la concentration maximale. Comme vous le voyez, ça varie en fonction des temps en fait. C'est que le déplacement, c'est-à-dire 2004, 04, 06, ça c'est les mois en fait. Chaque mois correspond à une concentration donnée. Vous voyez par exemple au niveau de Bab el-Mandaz, il y a la couleur rouge entre le golfe d'État de Jura. C'est la période où il y a de fortes concentrations de phytoplancton entre la mer Rouge et le golfe d'Aden. Voilà. C'est comme ça que nous suivons les floraisons des phytoplanctons dans le temps et dans l'espace. Donc, docteur, quelles sont donc les mesures de prévention et de gestion pour protéger, bien sûr, les mesures, je parle de prévention et de gestion qui ont été mises en place pour protéger notre écosystème marin qui, bien sûr, est faible? Bon, c'est vrai qu'il y a des espèces locales dont on suit les variations annuelles, mais il peut y avoir aussi des espèces introduites. Certaines bactéries, certaines microalgues, certains organismes marins peuvent être introduits à travers les navires de commerce. Ce qu'on appelle le bio-encrassement. Ça, au niveau de la législation, il n'y avait rien, mais récemment, il y a eu un décret, je pense. Il y a eu un atelier, donc la lutte contre les eaux de ballast. C'est-à-dire que les navires, quelquefois, ils font le dégazage en mer et ils peuvent introduire certains organismes étrangers.
Lorsque ces organismes trouvent des conditions favorables, ils peuvent se multiplier, ils peuvent devenir envahissants et tuer les espèces locales. Donc contre ça, il faut qu'il y ait des mesures d'intervention et de prévention. C'est-à-dire que, par exemple, chaque bateau qui rentre dans nos eaux territoriales devrait être dans les normes internationales. C'est-à-dire qu'avant de pénétrer dans les eaux territoriales djiboutiennes, il faut qu'il dégage. Non, il faut que les bateaux suivent les normes internationales. Dans les normes internationales, un bateau, par exemple, doit éliminer tous les encrassements biologiques. Hein? Il ne doit pas comporter sur sa coque des micro-organismes qui viennent des autres océans et des autres pays. D'accord. Donc les mesures qui ont été mises en place pour protéger notre écosystème marin fragile, c'est la prévention, c'est ça? C'est la prévention, c'est le contrôle des navires de commerce qui portent pavillon dans nos eaux territoriales. Ça, c'est une des mesures. Bon, ça commence maintenant. Hein. Avant, il y avait les. Mais supposons, si jamais ça arrive, et qu'ils relâchent des espèces qui se prolifèrent à l'intérieur de nos océans, quelles seront les conséquences? Les conséquences seront énormes. Comme j'ai dit, ces espèces, s'ils trouvent des conditions favorables, ils peuvent se multiplier, ils peuvent devenir ce qu'on appelle des espèces envahissantes. Et ces espèces, comme ils se multiplient très rapidement, ils peuvent tuer les espèces locales. C'est au détriment des espèces. Des espèces locales, voilà. D'accord. Voilà. Ça, c'est une des mesures qu'il faut prendre. La deuxième chose pour protéger notre écosystème marin, c'est la création des aires marines protégées. Juste pour votre rappel, Djibouti possède 3 aires marines protégées officielles. Ce sont l'ensemble qui va des 7 frères jusqu'au Godoria. C'est une aire marine protégée. Une aire marine protégée, c'est une aire dans laquelle les activités ne sont pas interdites, mais ils sont contrôlées. La deuxième aire marine protégée, c'est les îles Moucha Maskali. Et la troisième aire marine protégée, c'est les îles Haramous. Récemment, depuis 2017, dans le cadre d'un projet du Fonds mondial pour l'environnement, géré par le ministère de l'Environnement, il y a la création de nouvelles aires marines protégées dans le golfe d'État de Djoa. Ce sont par exemple Raïsali Sable Blanc, c'est une aire marine protégée. Kalaf Sagalou, deuxième aire marine protégée. Le Goubet, surtout la partie nord du Goubet, c'est une aire marine protégée. Et tout le littoral d'Arta, parce qu'il y a le requin baleine là-bas, qui vit des zooplanctons et qui vit aussi des phytoplanctons. Donc voilà, ces 4 aires marines protégées sont en cours de création et ça va permettre en fait de protéger notre écosystème marin. D'accord. D'abord, le lien entre le phytoplancton et le changement climatique. Le changement climatique a un impact sur le phytoplancton. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'augmentation de la température peut induire la prolifération des phytoplanctons. Et s'il y a, par exemple, une augmentation de la température qui induit la prolifération des phytoplanctons, le phytoplancton, à son tour, a un impact positif sur le climat. Parce qu'il consomme le dioxyde de carbone, et comme le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre, la diminution du dioxyde de carbone va permettre en fait la réduction de la température atmosphérique. Je voudrais juste intervenir et revenir sur la couleur, le changement de couleur de l'eau de mer. Parce que l'agent qui était responsable de la couleur de l'eau de mer dans le golfe d'État de Djoa a été bien identifié. Nous l'avons identifié, on le connaît bien. Son nom scientifique, c'est un peu difficile, mais c'est l'Ingilonidium polyhedra. Donc, c'est un phytoplancton bien connu, c'est un dinoflagellé bien connu des scientifiques. Il crée des marées rouges un peu partout. Il a été à l'origine des marées rouges au Maroc en 1999 et à Brest, dans la zone de Bretagne, en 2001. Donc, on le connaît bien. En fait, il vit dans des sédiments marins sous forme de kystes, des pores, en dormance. Il se réveille lorsqu'il trouve
des conditions de température, des nutriments favorables. Donc il fait des floraisons, il se prolifère très rapidement, mais il n'a pas de forte toxicité. Il a juste une faible toxicité parce qu'il produit des toxines. Et ces toxines, ça a été étudié, ça a un impact uniquement sur le mollusque. Il n'a aucun impact sur les poissons et ni sur les humains. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est que par précaution, durant cette période, de ne pas consommer les mollusques. Les mollusques, c'est les coquillages, les escargots. C'est eux qui se nourrissent de cette espèce et qui accumulent ces toxines. D'accord. Sinon, les petits poissons qui sont morts aux îles Moucha, Mascali et dans la zone d'Obok, ce n'est pas par des toxines, mais c'est par l'absence d'oxygène. D'accord. Par asphyxie, il y a des petits poissons qui ne peuvent pas se déplacer très rapidement et qui meurent par asphyxie. Voilà, donc il n'a aucun impact ni sur les humains, ni sur les poissons. Ni sur le poisson. D'accord. Donc il y a juste un petit impact. Il peut y avoir des impacts sur le mollusque. D'accord. Voilà, donc il n'y a pas à s'inquiéter vraiment. Maintenant, toute la zone de Zil Moucha, Mascali, jusqu'en face des Tadjoura, il n'y en a plus, on n'observe plus de couleur rouge. Donc avec le courant, ça s'est déplacé vers Goubette. D'accord. Voilà, maintenant, si vous allez maintenant, vous allez voir une couleur rouge au Goubette, mais dans toutes les autres zones, il n'y a plus ce phénomène a disparu. D'accord. Merci beaucoup, docteur Moussa Omar, pour ces éclaircissements. J'espère que le public djiboutien ce soir vous a bien suivi et rassuré maintenant. Merci aussi à docteur Mohamed Ahmed Daoud, qui est aussi géologue et qui nous a vraiment donné beaucoup d'éclaircissements sur la crise sismique à Djibouti qui est en train donc de se calmer, comme vient de le préciser ce soir. Merci à vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, d'avoir suivi cette table ronde. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente suite de programme sur Télé Djibouti.